Au début des années 80, la guerre des ordinateurs personnels, c'était quelque chose, surtout au Royaume-Uni. Il y avait un nom qui écrasait tous les autres, Sinclair. Et puis, un petit nouveau, un peu audacieux, a débarqué avec une idée toute simple, faire mieux et pour moins cher. Voici l'histoire complètement dingue de l'Auric 1. Cette déclaration, elle a été faite dès le lancement, en janvier 1983. Ça résume tout. L'ambition d'Auric était claire, nette et précise. Peter Harding, le directeur commercial, ne mâchait pas ses mots. La cible, c'était le fameux ZX Spectrum de Sinclair, et l'Auric 1, c'était l'arme pour le faire tomber. Pour bien comprendre à quel point cette déclaration était osée, il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Le marché des ordinateurs, c'était une vraie jungle, en pleine ébullition. Chaque mois, un nouveau concurrent pointait le bout de son nez. Se faire une place là-dedans, c'était loin d'être facile. Le timing, c'était vraiment le nerf de la guerre. Le ZX Spectrum, qui avait été lancé moins d'1 an avant, était un succès phénoménal. L'Auric 1 n'arrivait pas du tout sur un marché vide. Non, il débarquait en plein milieu d'un combat de géants, avec la ferme intention de tout chambouler. Et le voilà, notre protagoniste, l'Auric 1, conçu par une boîte qui s'appelait Tangerine Computer Systems. D'ailleurs, petite anecdote sympa, le nom Auric, ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement une anagramme des 4 dernières lettres du mot micro. Malin, non? Ça annonçait déjà la couleur. Mais attention, la stratégie d'Auric, c'était pas juste du blabla marketing. Sur le papier, la machine avait de très sérieux arguments pour tenir ses promesses. Franchement, la comparaison est sans appel. D'un côté, on a le Spectrum avec son clavier en gomme et son simple bip en guise de son. De l'autre, l'Auricien qui arrive avec un vrai clavier, une puce sonore à 3 canaux, des graphismes bien plus vifs et une connectique complète dès le départ. Techniquement, il n'y avait pas photo. Alors, quel était le secret de l'Auric ? Eh bien, ça tenait en une seule puce, l'ULA. C'était le véritable cerveau de la machine, son cœur. Cette puce, faite sur mesure, gérait plein de tâches en même temps, ce qui libérait le processeur principal et permettait d'avoir des performances, surtout graphiques, bien meilleures que celles de son concurrent. C'était vraiment l'ingrédient magique de la recette. Avec une machine supérieure techniquement et un prix agressif, on pourrait se dire que le succès était quasi assuré, non ? Et pourtant, c'est précisément là que l'histoire prend un virage complètement dramatique. Une série de catastrophes va absolument tout changer. C'est le scénario catastrophe, une véritable avalanche de problèmes. D'abord, la machine n'arrive pas dans les magasins à temps. Ensuite, quand elle est enfin là, les premiers logiciels sont souvent bourrés de bugs, ce qui crée une très mauvaise réputation. Puis, Sinclair contre-attaque en cassant les prix et hop, l'avantage de l'Auric disparaît. Et le coup de grâce, cet incendie qui réduit en cendres tout le stock prévu pour Noël. En gros, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Les chiffres y sont vertigineux et parlent d'eux-mêmes. Seulement 160 000 unités vendues au Royaume-Uni, alors qu'Auric en avait prévu 350 000. On n'est même pas à la moitié. Et pendant ce temps-là, le Spectrum s'est vendu à 1 million d'exemplaires. C'est plus de 6 fois plus. Pour le marché britannique, c'est clair, l'Auric 1 était un échec cuisant. Alors, face à un tel bilan, on pourrait penser que l'aventure est terminée. Rideau. Mais c'est justement là que cette histoire prend une tournure qu'absolument personne n'avait vu venir. Et oui, parce que pendant que l'Auric était en train de sombrer sur son propre marché, de l'autre côté de la Manche, en France, il se passait quelque chose de complètement différent. Ces chiffres sont vraiment parlants. Les 50 000 machines vendues en France en 1983, ce n'était pas juste un petit bonus. Ça représentait une part énorme des ventes totales et concrètement, ça a été la bouée de sauvetage financière et morale de l'entreprise. C'est incroyable, ce contraste. La machine, qui était considérée comme un échec chez elle, est devenue une star, un véritable leader du marché en France. Le public français a su voir ses qualités techniques et ça a créé un engouement énorme. Et ce succès n'a pas seulement sauvé la boîte. Il a donné naissance à tout un écosystème de logiciels incroyablement riche. Des éditeurs français, Loriciel en tête, se sont mis à produire des jeux qui sont devenus des classiques et qui ont vraiment forgé l'identité de l'Auric en France. C'est devenu une plateforme de création majeure. Même avec cette carrière en dents de scie, l'influence de l'Auric est loin de s'être éteinte avec la fin de sa production. Son héritage est en fait bien plus complexe et bien plus durable qu'on ne pourrait le croire. L'ADN de l'Auric, il a continué à vivre. D'abord, à travers son successeur officiel, l'Atmos, qui a corrigé certains des défauts du premier modèle. Et puis, chose encore plus surprenante, son architecture a été carrément clonée en Bulgarie avec le Pravets 8D. C'est la preuve que sa conception de base était vraiment solide. Et l'histoire n'est toujours pas finie. Aujourd'hui encore, une communauté de passionnés partout dans le monde fait vivre l'Auric. De nouveaux jeux, ce qu'on appelle les homebrews, sont développés.
Et grâce aux émulateurs, n'importe qui peut découvrir l'incroyable catalogue de cette machine. L'Auric, ce n'est pas une caisse de musée, c'est une plateforme bien vivante. C'est ça, la question finale que nous laisse l'Auric. Comment une machine peut-elle être à la fois un désastre commercial, un leader sur un autre marché et un classique adoré des fans? Son parcours nous rappelle qu'une bonne technologie, ça ne garantit pas le succès, et qu'un échec peut se transformer en triomphe ailleurs. Une leçon fascinante sur l'innovation, le timing, et parfois, il faut le dire, un bon coup de malchance.